Monsieur le bâtonnier, monsieur l'ancien bâtonnier, madame la présidente au Conseil supérieur de la justice, mesdames et messieurs les conseillers, madame et messieurs les députés, chers confrères, chères consoeurs, chers maîtres, mesdames et messieurs, permettez-moi, en ma qualité d'administrateur délégué du Collège Belgique, de vous accueillir au nom du Collège Belgique et bien entendu au nom de ces trois académies qui permettent d'irriguer par les savoirs et de diffuser les savoirs dans cette noble institution qui vient de fêter ses 250 ans. Nous avons souvent l'habitude au Collège Belgique de traiter des questions relatives au droit et à la justice. Toutefois, nous voici entrés dans un cycle de conférences avec aussi l'objectif sans aucun doute d'une formation, mais un cycle avec un titre qui frappe d'emblée. Justice en vérité. La justice, on l'oublie souvent, est d'abord un principe moral qui implique la conformité de la rétribution avec le mérite. Mais elle est aussi ce qui est conforme, on va peut-être baisser mon micro parce que ça fait un effet, mais elle est aussi le respect de ce qui est conforme au droit. Et donc elle est jugement, elle est réparation, elle est sanction des fautes contre un individu, contre la société, et donc par conséquent elle est l'exercice du pouvoir judiciaire qui est en grande partie le vôtre. Et puis, il y a la vérité. Alors, pour un professeur de philosophie comme moi, c'est évidemment un mot abyssal. La vérité pourrait se définir comme une connaissance reconnue, précisément comme juste. Et donc, voilà la vérité en relation concomitante avec la justice. Quelque chose qui serait donc la requête de la conformité à l'objet, si bien que très vite la notion de vérité va avoir une valeur absolue, une valeur ultime. Et on ne s'étonnera donc pas de voir apparaître des vérités éternelles en philosophie, une vérité morale, une vérité mathématique, une vérité universelle, une vérité de principe et bien entendu une vérité judiciaire. Au regard de l'histoire des idées, il est frappant de voir comment la vérité, cette notion de vérité, se diffracte très vite en trois grandes perspectives, pour faire bref. La première est qu'elle va devenir un outil théologique et un outil religieux. Et vous savez que dans ce cas-là, elle devient unique, elle devient absolue, elle devient inaltérable, au point que l'on en va à considérer qu'elle est donnée par un Dieu, et d'où la querelle entre le prescrit civil et le prescrit religieux. Et puis alors il y a la vérité comme obédience logique, c'est-à-dire la conformité de notre pensée à l'expression des objets, l'adéquation de notre intellect à une chose. Et puis c'est pour cette raison évidemment qu'il y a des procédures de vérité, qu'il y a une canonique de la vérité, et vous le savez bien dans vos métiers, il y a des sophismes, il y a des paralogismes, il y a des syllogismes qui ne sont pas valides et d'autres le sont. Et puis enfin, troisièmement, il y a une perspective peut-être plus moderne. C'est une vérité sans caractère absolu, c'est une vérité plutôt intériorisée, c'est peut-être la vérité des modernes, une vérité plus subjective, plus sensible, qui pourrait d'ailleurs mener à la fameuse ère des post-vérités. Et vous, dans la titulature que vous avez donnée à ce cycle, vous avez écrit la justice au singulier, mais vous avez mis le pluriel au mot vérité. Ça veut donc dire que grâce à vous, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir comprendre, mieux comprendre en tout cas, le pragmatisme de la chose, c'est-à-dire quitter cet ordre purement théorique et réflexif sur les objets de la vérité et les objets de la justice, et sans doute avec vous et avec les métiers qui sont les vôtres, nous allons mieux comprendre comment, de façon pratique, à travers ce cycle, on oscille constamment entre la recherche théorique et idéale de la vérité, mais aussi la mission pratique et la mission parfois résignée de devoir rendre la justice. Comment on oscille entre
des textes de loi, mais aussi avec des procédures et des faits qui sont mis en cause. À tel point que dans votre métier, vous en venez à qualifier des faits, et vous êtes des acteurs professionnels de la justice. Il y a des rôles pour chacun, un juge, un magistrat, un avocat, un client, et pour parvenir, s'il échait, à un arrêt, à un jugement en tant qu'il est un verdict, c'est-à-dire que vous cherchez l'établissement d'une certaine vérité. Et en ce sens-là, le fait d'avoir appelé le cycle de cette façon, justice au singulier, en vérité au pluriel, nous permettra sans aucun doute de bien réfléchir à ces deux choses concomitantes, c'est-à-dire les œuvres de la justice, mais aussi une certaine requête de la vérité pour parvenir à dire le vrai. Mais vous le savez bien, nous sommes d'emblée pour cette raison dans la complexité de la chose, puisque nous sommes toujours confrontés à la requête de l'impartialité, et la légende que vous connaissez bien, celle de la courtisane Phryné, illustre toute la tension de vos métiers. Elle était défendue par un orateur célèbre, Hypéride, et Phryné avait été traduite devant un tribunal pour impiété. Et comme elle ne parvenait pas à emporter l'adhésion de son auditoire, subitement, l'orateur a décidé de dévoiler la nudité de la jeune femme, qui était connue pour sa beauté exceptionnelle, et elle a été acquittée. Comme le disait Cicéron dans le traité sur les devoirs, il appartient au juge, toujours dans les procès, de chercher la vérité. Mais à l'avocat, parfois, de plaider le vraisemblable, même s'il n'est pas le plus vrai. Voilà de beaux espaces de réflexion pour nous, pour le barreau, pour le Collège Belgique et pour les auditeurs habituels du Collège Belgique, pour les jeunes auditeurs qui nous ont rejoints ce soir et qui vont donc pouvoir avoir un cycle avec des sujets extrêmement importants. Ce soir, la crise de l'institution judiciaire, puis la question des droits humains, puis la question du métier de juger, et enfin cette question tellement importante et qui a une acuité redoutable après la crise sanitaire que nous venons de traverser, l'état de droit est-il en péril en Belgique? Alors permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous remercier, monsieur le bâtonnier, monsieur Daoust, pour l'organisation de ce cycle auquel nous sommes profondément attachés dans cette maison qui, par vous, avec vous et grâce à vous, trouve vraiment ses raisons d'exister, c'est-à-dire réfléchir et diffuser des savoirs. Et permettez-moi aussi, monsieur Collard, en tant que journaliste du soir, de vous remercier vraiment pour le partenariat que ce cycle du barreau de Bruxelles et du Collège Belgique peut avoir avec vous. Alors, monsieur le bâtonnier, permettez-moi en vous cédant la parole, permettez-moi de vous offrir un petit livre qui est un grand livre. Il s'appelle Bruit et couleurs du temps. Il vient d'être édité dans la collection de l'Académie et chose tout à fait exceptionnelle, ce livre qui a reçu le grand prix de l'Académie royale de Belgique est aussi un livre qui a été écrit par Madame Sherbakova, qui, vous le savez, est devenue prix Nobel de la paix en 2022, puisque elle a cofondé l'association, l'ONG Mémorial, en Russie, une organisation donc qui travaille à la question de la mémoire et singulièrement de la mémoire des goulags, mais cette institution a été dissoute par le président Poutine et il me semble que c'est un ouvrage pour vous, monsieur le bâtonnier, qui a une force symbolique et qui est un signe de l'accueil chaleureux que nous vous réservons dans cette maison. Je vous donne la parole et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur délégué. Merci pour le cadeau. Je le lirai très certainement. Ce sera sans doute cet été. Avant, ça va être un peu difficile. Je vous remercie pour votre accueil. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du barreau de Bruxelles,
de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, mais disons simplement le barreau de Bruxelles, ce sera plus simple. Je suis très heureux ici. Je voulais rendre hommage à mon bâtonnier, Jean-Pierre Beul, qui sera le modérateur de ce soir, puisque c'est quand moi j'étais au Conseil de l'Ordre et que Jean-Pierre était bâtonnier qu'a eu lieu et que vous avez pris l'initiative d'organiser ce cycle Justice en vérité en partenariat avec le Collège Belgique. C'était, je m'en souviens encore toujours, c'était en 2010, 2011, 2012. Donc ça fait plus de 10 ans, je m'en souviens, et c'est vrai que quand je suis devenu bâtonnier, je m'en suis souvenu, et j'ai souhaité qu'on puisse organiser avec votre concours un nouveau cycle, parce que j'en gardais un souvenir ému. Merci à Maître Daoud, membre de mon Conseil de l'Ordre. Peut-être que dans 10 ans, c'est vous qui serez ici, à ce pupitre. Merci d'avoir organisé ce cycle de justice en vérité, dont aujourd'hui c'est la première conférence. Donc sans tarder, je vous cède la parole, Monsieur le bâtonnier. Merci beaucoup, Monsieur l'administrateur délégué, représentant Monsieur le secrétaire perpétuel, Madame, Monsieur l'académicien, Madame, Messieurs les hauts magistrats, Madame la ministre, Monsieur le député, Monsieur le bâtonnier, Messieurs les bâtonniers, chers et honorés confrères, chers confrères, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aussi ici dans cette salle dénommée Vicomte Jacques de Duve. Ça fait 10 ans déjà qu'il nous a quittés à 95 ans. C'était un grand monsieur. Il était non seulement médecin, il a eu un des rares Belges à avoir le prix Nobel de médecine, mais c'était aussi un philosophe éclairé. Et j'ai une pensée émue en revenant ici dans ces merveilleux locaux de l'Académie et du Collège Belgique. C'est vrai qu'en 2012, nous avions lancé ce débat pendant 2 ans, et puis ça a été repris par avocat.be, et ça a essaimé à Liège, à Charleroi, au Brabant Wallon, à Verviers, pour chaque fois essayer avec le public d'avoir des débats sur des questions de justice et venir avec des propositions, avec des idées. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce cycle s'appelle Justice en vérité, non pas au singulier, mais au pluriel, parce que la justice, il n'y a pas qu'une vérité, il y a les autres vérités qui sont les nôtres, les vôtres, dans tous ces débats de justice qui intéressent la population et qui ne sont pas souvent débattus. Et les sujets qui sont abordés sont souvent et touchent souvent la justice pénale. Aujourd'hui, ça touche notre région, ça touche ce désastre, surtout du retard de la justice à Bruxelles. Ça ne touche en rien la qualité des cours et tribunaux. Et j'ai toujours pensé que la justice aujourd'hui est meilleure que quand j'ai commencé le barreau. Une des explications, mais elle est peut-être personnelle, c'est la féminisation de la justice. Je trouve que nous avons une génération de femmes de 45 ans assez formidables et qui sont d'une écoute, d'une intelligence, d'une bienveillance qui est étourdissante. Vous avez vu que nous avons un panel qui est paritaire. Bravo aux organisateurs d'avoir essayé de respecter cette forme de modernité. Alors le titre du débat aujourd'hui, c'est la crise de l'institution judiciaire. Est-ce qu'on peut encore parler de crise? Parce que la crise, c'est un événement soudain, brutal, mais bon, cette crise, moi ça fait 40 ans que je suis au barreau, je connais cette crise depuis 40 ans. On va parler de la situation de la cour d'appel, mais il y a le tribunal de l'entreprise, il y a les juridictions néerlandophones. Il y a longtemps qu'on n'a plus eu un ministre de la justice de Bruxelles, quelque part. C'est très loin dans le brouillard du temps, et il faut reconnaître que ni nos amis wallons, ni nos amis néerlandophones ont une grande bienveillance pour trouver des solutions à Bruxelles, et que nous avons une institution formidable qui doit encore prendre un petit peu ses marques, qui n'est pas le CSJ, qui est le collège des cours et tribunaux, où Bruxelles n'est plus représentée. Nous n'avons plus de porte-voix dans cette importante institution. Il est temps qu'on réinvestisse cette institution. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir un débat en 2 temps ou en 3 temps. Premier temps, nous allons passer la parole à chacun des intervenants, chacune des intervenantes, qui va essayer de parler, disons, une petite dizaine de minutes. 5-10 minutes selon vos envies, 5-10 minutes, et chacun avec un thème ou une nuance différente selon les différentes fonctions qu'elle ou qu'ils occupent.
Vanessa de Franken va être la première à prendre la parole. Elle a été ma secrétaire. Si vous étiez mon trésorier, Vanessa a été ma secrétaire en son temps. Elle vient de donner une interview, vous avez vu ça hier ou avant-hier, chez Thomas de Gadisseux, à la RTBF. Vous avez déclaré notamment que 17% des magistrats ont plus de 60 ans et que la moyenne d'âge est de 50 ans. Et vous avez cité quand même cet exemple un peu effrayant. À Bruxelles, on fixe les affaires en chambre fiscale en 2028 et 2029. Nous sommes en 2023. Voilà comment commence le débat. Alors Vanessa est devenue présidente du Conseil supérieur de la justice, institution qui avait succédé au collège le recrutement des magistrats et qui est une institution qui a pris ses marques, qui est née à la suite de l'affaire Dutroux et qui est aussi un cénacle de réflexion et d'enquête sur tout ce qui touche la justice et les justiciables. Vanessa est avocate, elle a été assistante à l'ULB et elle a une particularité commune, c'est qu'elle aime et elle pratique le droit bancaire et le droit financier avec Michel Grégoire, avec qui elle a travaillé à l'université et au barreau. Elle vient de sortir aux éditions Breuil-Larcier un ouvrage en 2 tomes, 2 briques, le RPDB, en droit bancaire et financier. Je vais lui passer la parole et elle va nous dresser un point de départ, celle qui va nous donner le là, quelque part, du constat de la situation à Bruxelles. Actuellement, vous avez la parole, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le bâtonnier. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir. Alors effectivement, il m'a été demandé de dresser un état des lieux de la justice bruxelloise en 10 minutes. Les constats et les considérations que j'entends partager avec vous ne prétendent donc nullement à l'exhaustivité. Chacun le sait ici, le pouvoir judiciaire a toujours été le parent pauvre de l'État. Mais chacun ici le sait aussi, ces derniers temps, des efforts ont été consentis, notamment en termes de recrutement de magistrats ou de membres du personnel judiciaire, ainsi qu'en matière d'informatisation. Ces efforts, ils doivent bien entendu être salués, mais ils ne sont malheureusement pas encore suffisants. Les moyens humains, magistrats, greffiers et personnels, sont toujours à ce jour insuffisants pour traiter les dossiers dans des délais raisonnables. Et pour les juridictions bruxelloises, la situation est malheureusement encore plus prégnante qu'ailleurs. On entend souvent que Bruxelles se plaint beaucoup, mais que la différence de charge de travail entre Bruxelles et les autres arrondissements ne serait pas objectivée. Il est pourtant des constats incontestables et d'ailleurs incontestés, qu'on semble vouloir de temps à autre occulter, et qui sont les révélateurs tant de la charge de travail à Bruxelles, notamment en termes d'ampleur et de complexité des dossiers, que de difficultés spécifiquement bruxelloises. Il y a, c'est vrai, dans chaque arrondissement, des spécificités. Mais à Bruxelles, les spécificités se concentrent et se cumulent. Bruxelles est en effet une capitale, non seulement une capitale fédérale, mais aussi une capitale régionale et communautaire, au cœur de l'Europe. Bruxelles est ainsi le siège d'organisations internationales, d'ambassades, de banques, de compagnies d'assurance, de multinationales, des institutions fédérales et des institutions de sécurité sociale. Et cette spécificité, elle entraîne des conséquences directes. La plupart des dossiers contiennent des éléments d'extranéité, les litiges sont le plus souvent complexes et les questions de principe sont plus généralement portées devant les juridictions bruxelloises. Bruxelles est par ailleurs un arrondissement bilingue, ce qui a pour effet de compliquer le recrutement et qui implique des tâches inexistantes dans d'autres arrondissements. Bruxelles s'est vu confier des compétences exclusives qui, par temps et par principe, ne sont pas traitées dans les autres arrondissements. La Cour des marchés est située à Bruxelles et elle traite de dossiers complexes et volumineux dans le contentieux de la régulation des marchés. 30% des sessions d'assises ont lieu à Bruxelles et plus de 50% des dossiers du parquet fédéral sont fixés à Bruxelles
et pour plus de 85% au rôle linguistique francophone. Ce sont des dossiers colossaux qui entraînent une charge de travail hors du commun. Le parquet fédéral a été créé il y a une vingtaine d'années. En 20 ans, son effectif a été doublé. Il y a actuellement au cadre 35 magistrats fédéraux. Ces magistrats travaillent. Et puis ces dossiers qui sont systématiquement volumineux et qui sont pour l'essentiel fixés à Bruxelles, eh bien, ils doivent être traités au fond. Mais malheureusement, on n'a pas créé le pendant du parquet fédéral. On n'a pas créé un tribunal fédéral. On n'a pas créé des chambres fédérales. Et donc, avec un cadre inchangé, on demande aux juridictions, principalement à Bruxelles, de traiter ces dossiers. L'ensemble de ces éléments constitue, sinon la démonstration, à tout le moins des indices précis et concordants d'une complexité et d'une ampleur importante des dossiers bruxellois. Il est vrai que la complexité et l'ampleur d'un dossier sont plus difficiles à quantifier qu'un nombre de dossiers en tant que tel, mais ces éléments ne sont plus aujourd'hui contestables et ils doivent être pris en considération. Ces éléments sont d'ailleurs confortés par les premières mesures de la charge de travail. En effet, dans le rapport sur la mesure de la charge de travail présenté à la Chambre en août 2022, il est par exemple précisé qu'un facteur de correction pour les très gros dossiers répressifs présents surtout à Bruxelles et à Anvers a été prévu. Il y est reconnu dans ce rapport qu'en cas d'importante contestation de principe contre le gouvernement, 60% des dossiers judiciaires ont lieu à Bruxelles, ce qui va donner lieu à un autre facteur de correction. On précise également dans ce rapport que les conclusions des avocats bruxellois sont, tant au rôle linguistique francophone que néerlandophone, 25% plus longues qu'ailleurs dans le pays, ce qui démontre une complexité renforcée des dossiers soumis à Bruxelles. Et enfin, un facteur de correction capital sera également appliqué. Reste à savoir si les facteurs de correction prévus seront suffisants. Voilà pour quelques premiers constats généraux qui s'appliquent à toutes les juridictions bruxelloises. À présent, je voudrais faire quelques constats plus spécifiques. Tout d'abord, la Cour d'appel de Bruxelles. Il y a à la Cour d'appel de Bruxelles 15 000 dossiers en attente, dont plus de 3 000 dossiers pénaux. On fixe, on vous l'a dit, en chambre fiscale après 2030 à ce jour, et en droit commun à 2 ou 3 ans. C'est évidemment contraire au délai raisonnable. Cela pourrait engendrer par ailleurs un effet pervers au niveau de la détention préventive, puisque les dossiers détenus sont prioritaires, et cela pose clairement question en termes de sécurité publique. Le CJ a effectué un audit, et cet audit a abouti au constat que pour résorber l'arriéré de la Cour d'appel, à un horizon de 2 ans pour les affaires pénales et de 4 ans pour les affaires civiles, il faudrait déployer sur cette période pas moins de 24 magistrats supplémentaires. Il me paraît personnellement que la réflexion peut et doit aller plus loin. Si l'on veut éviter qu'une fois l'arriéré résorbé, il ne recommence à instantanément se recréer. Je vais prendre un exemple et comparer 2 situations comparables. Les conseillers à la Cour d'appel d'Anvers doivent absorber les appels formés à l'encontre des décisions rendues par 179 magistrats d'instance au cadre, là où les conseillers francophones de la Cour d'appel de Bruxelles doivent absorber les appels formés à l'encontre des décisions rendues par 171 magistrats au cadre. 179, 171, c'est comparable. Mais ce qui n'est pas comparable, c'est le nombre de conseillers qui vont gérer ces appels. À ce jour, au cadre, pour la Cour d'appel d'Anvers, il y a 63 magistrats. À Bruxelles, dans le rôle francophone, pour le même nombre de juges d'instance quasi, il n'y a que 46 conseillers francophones, dont 4 temporaires qui sont dédiés exclusivement dans le cadre des attentats de Bruxelles et qui vont normalement disparaître en 2024. Ça veut dire quoi? C'est mathématique. Il y a 20 unités de différence. En l'état, ça ne peut pas fonctionner à la Cour d'appel de Bruxelles au rôle francophone. Et ça ne peut pas fonctionner davantage au rôle néerlandophone pour un autre motif qui est aussi simple, c'est que du côté néerlandophone, il y a à la Cour d'appel un manque flagrant d'attractivité et le cadre n'atteint pas 78% des effectifs nécessaires.
Alors, en ce qui concerne les juridictions du travail, le taux de remplissage du cadre est à ce jour, pour les juridictions d'instance, inférieur à 90%, aussi bien du côté francophone que néerlandophone. C'était déjà problématique en soi, mais c'est devenu particulièrement critique tenant compte de l'explosion, et je dis bien l'explosion, puisqu'on est passé, par exemple, en requête unilatérale de 2021 à Bruxelles francophone de 900 dossiers à 6600 dossiers faits d'asile. Et donc, en raison de cette explosion du contentieux fait d'asile, qui noie littéralement le tribunal du travail francophone de Bruxelles. C'est également le cas pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles par rapport aux autres arrondissements néerlandophones, mais c'est évidemment quand même moins prégnant qu'au niveau francophone. Je vais également faire une comparaison. Donc, au tribunal du travail francophone de Bruxelles, il y a à ce jour 19 juges. Ces 19 juges ont été amenés en 2022 à traiter 6680 requêtes unilatérales et 205 référés. Pour prendre un point de comparaison, le deuxième tribunal du travail qui a été le plus confronté au dossier fait d'asile, c'est le tribunal du travail de Liège. Le tribunal du travail de Liège, il comporte à ce jour 26 unités, 26 magistrats. Et il a été amené à traiter 1461 requêtes unilatérales et 40 référés, soit 1/5 du travail qui a dû être fourni à Bruxelles. Et ce contentieux, il continue d'exploser en 2023 et la situation va s'aggraver parce que les dossiers vont finalement arriver au fond et que du coup, on va avoir une extension du problème à l'auditorat du travail puisque ces dossiers sont communicables. Et ce contentieux, il est l'illustration même de la problématique bruxelloise parce que pourquoi la majeure partie des dossiers sont fixés à Bruxelles? Simplement parce que Fait d'asile a son siège à Bruxelles. À la Cour du travail, qui a été en grande difficulté ces derniers temps, les dossiers contrats de travail sont fixés à 20 mois pour les ouvriers et à 35 mois pour les employés. La Cour du travail a certes pu bénéficier de l'aide de conseillers d'autres arrondissements, mais en l'état actuel de la mesure de la charge de travail, il faudrait au moins 2 conseillers supplémentaires. En ce qui concerne les tribunaux de l'entreprise, la plupart du contentieux bancaire est traité par les tribunaux de l'entreprise bruxellois. Et les tribunaux de l'entreprise bruxellois connaissent également des compétences exclusives, notamment en matière de class action et de propriété intellectuelle. Ce sont évidemment des dossiers particulièrement techniques qui nécessitent un travail très conséquent. Il y a par ailleurs à Bruxelles beaucoup de procédures d'insolvabilité, faillite et dissolution confondues. Il y a des méga-dossiers fixés à un nombre incalculable d'audiences. Et il y a à Bruxelles des problématiques aéronautiques en raison du siège de Bruxelles Airport et également de clauses d'élection de fort pour d'autres aéroports. Les tribunaux de première instance connaissent également un certain nombre de spécificités impactantes. Je ne reviendrai pas sur la chaîne pénale, ni sur la présence des institutions fédérales ou des compagnies d'assurance. Les tribunaux bruxellois connaissent également de tout le contentieux complexe de l'arbitrage et de l'arbitrage international. Et en particulier au tribunal de la famille à Bruxelles, il y a énormément de questions de DIP, voire d'application du droit étranger que le juge belge doit alors apprendre lorsque les justiciables ont conservé leur nationalité d'origine. Il me faut enfin dire un mot sur les justices de paix bruxelloises. Alors, ces juridictions, contrairement aux autres arrondissements, ne bénéficient pas d'un chef de corps qui leur est propre. Ce sont les présidents des tribunaux de première instance francophones et néerlandophones qui gèrent ces juridictions, en plus de leur tribunal, et au demeurant, sans l'aide d'un comité de direction ni de greffier en chef, puisque ces fonctions n'existent pas. Il y a dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles 26 cantons, dont 19 intramuros. Et sur ces 19 cantons, il y a 6 cantons à ce jour sans titulaire. Et la principale difficulté de recrutement, elle est clairement linguistique. Pour être nommé juge de paix, il faut être ce qu'on appelle grand bilingue, c'est-à-dire avoir la connaissance active et passive de l'autre langue. On dit souvent que les néerlandophones sont meilleurs bilingues que les francophones, mais le problème à Bruxelles, c'est que les justices de paix bruxelloises traitent 90% de leurs dossiers
en français. Et on peut évidemment aisément comprendre qu'un néerlandophone, fût-il grand bilingue, n'a pas nécessairement envie de rédiger 90% de son temps en français. En concertation avec les présidents des tribunaux de première instance francophones et néerlandophones de Bruxelles, le Conseil supérieur a donc rédigé un avant-projet de loi qui a été transmis très récemment au ministre de la Justice à son cabinet le 28 février dernier et qui tend à résoudre cette situation en plusieurs axes de nature à atteindre un équilibre. J'en termine par un dernier mot qui concerne le ministère public. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre des accords de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, à l'époque, il a notamment été décidé de dédoubler les tribunaux d'instance à Bruxelles. Et au niveau du ministère public, il a été prévu que le procureur du roi de Bruxelles devait être francophone par la langue de son diplôme, mais grand bilingue, qu'il aurait un adjoint néerlandophone par la langue de son diplôme, mais grand bilingue, et qu'on créait la fonction de procureur du roi de Halle-Vilvoorde. Le même mécanisme avait été prévu au niveau de l'auditorat. Il s'agissait d'un des points d'équilibre des accords BHV, comme on les a appelés. Alors, la disposition qui prévoit que le procureur du roi et l'auditeur du travail doivent être francophones par la langue de leur diplôme, elle a été attaquée en 2014, oui, devant la Cour constitutionnelle et elle a été annulée. On est en 2023 et force est de constater que si ce n'est très récemment et de manière fort circonspecte, nos responsables politiques n'ont pas pris la problématique en main. Il en résulte quoi? Il en résulte que le plus gros parquet du pays est sans capitaine légitimé par un processus de recrutement prévu par la loi et impliquant notamment qu'il présente un projet pour son entité. Ça pose non seulement des questions en termes de légitimité, mais ça pose également des questions en termes d'attractivité, puisque le parquet de Bruxelles n'est rempli qu'à 76% du côté néerlandophone et 85% du côté francophone. Il est donc grand temps, et j'en terminerai par là, nous sommes, je répète, en 2023, ça fait près de 10 ans, que le politique prenne cette problématique à bras-le-corps et négocie un nouvel accord qui prendra en compte, évidemment, le fait que les autres points de l'équilibre BHV demeurent. Et cette problématique, elle est d'autant plus pressante que bientôt, l'auditeur du travail arrive en fin de mandat et que la problématique va évidemment se reproduire pour ce qui le concerne. Je vous remercie pour votre attention. Effectivement, Monsieur le procureur général d'Elmul a déclaré il y a quelques semaines à propos de l'absence de procureur du roi à Bruxelles que, et je cite, la situation est irresponsable et indigne d'un état de droit. Une question parlementaire a été posée sur cette question au Parlement le 5 octobre 2022 et le ministre de la Justice a répondu en une ligne « Je n'ai pas trouvé de solution ». Point, et on passe à autre chose. Alors on va reparler de la Cour d'appel et je nous rassure, on est là en train de dresser un constat. Le but de cette réunion n'est pas de pleurer de toutes ces larmes de son corps, mais c'est d'essayer de faire des suggestions, des propositions et d'essayer d'avancer pour trouver des solutions. Alors la Cour d'appel, Madame Caroline Verbruggen va nous en parler. Elle est également de l'ULB, elle a fait son master à l'ULB. Nous sommes connus d'ailleurs là. Vous avez fait un LLM à Duke et puis vous avez fait 19 ans au barreau de Bruxelles où vous avez eu la chance de seconder le professeur Pierre Van Omeslag, bien connu de la plupart d'entre nous. Vous vous êtes spécialisé tant au barreau qu'à l'université dans le droit des contrats et le droit des obligations. Vous avez aussi une pointe de mode alternative de règlement de conflit puisque vous êtes médiatrice et que vous avez aussi fait pas mal d'arbitrage, membre du CEPANI. Et puis tout à coup, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous êtes devenu magistrat, première instance et puis cour d'appel. Vous siégez à la Cour des marchés dont on a parlé il y a un instant et vous siégez dans les matières difficiles de droit de l'entreprise, de droit commercial, etc. Vous allez nous parler de la situation de la Cour d'appel de Bruxelles. J'ai avec moi, je crois ici, le rapport
que le CSJ a fait sur la Cour d'appel de Bruxelles, c'est pas rien, hein. C'est ça, je peux le faire circuler pendant qu'on parle. Vous avez l'audit, le premier document, et les annexes dans le deuxième document. C'est de tout cela que vous allez nous parler. Nous sommes impatients de vous écouter. Je vous remercie, Monsieur le bâtonnier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je suis heureuse d'être ici grâce à l'invitation du bâtonnier, mais je dois tout de suite vous dire que je n'ai pas de légitimité particulière puisque je ne fais pas partie du management de la Cour d'appel, donc je suis plutôt là comme magistrat de terrain pour vous rendre compte des réalités de terrain dans une approche assez pragmatique. Mais bon, je me suis tout de même fait briefer un petit peu avant ce soir par la première présidente et les collègues que j'ai rencontrés. Alors, crise de l'institution judiciaire à Bruxelles, impasse et déni de justice, tel est le titre de la conférence spécifiquement ce soir. Je pense que ces mots sont exacts. Ils sont peut-être un peu alarmants, mais ils sont tout à fait exacts. Néanmoins, je pense que je dois vous rassurer aussi, en tant que juge, je dois vous dire que nous exerçons un métier passionnant. Il appartient au juge, vous l'avez dit, de chercher la vérité, et c'est le privilège de notre métier, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Nous recherchons la vérité, nous recherchons la justice. Nous sommes là pour mettre un terme à une situation injuste vécue par le justiciable, et c'est tout ça qui nous anime, et qui nous passionne, qui nous réjouit la plupart du temps. Hélas, nous devons bien nous rendre compte que dans les chambres civiles, nous jugeons en réalité de faits qui se sont passés il y a 8 ou 10 ans. Nous sommes saisis de l'appel contre un jugement qui a été prononcé il y a 5 ans. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher de se poser la question, ce que je fais, est-ce que je suis encore à même, en tant que juge, d'apporter une vraie justice, sachant tout le long délai qu'a dû attendre le justiciable avant de recevoir sa décision. Alors on sait, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Montesquieu le disait déjà, qu'il faut que la justice soit prompte. Souvent, la justice n'est pas dans le jugement, elle est dans les délais. Les Anglais le disent aussi, « Justice delayed is justice denied ». Alors, c'est un des gros aspects de la crise que connaît la Cour d'appel de Bruxelles. Vous l'avez dit, effectivement, on peut se demander si c'est encore une crise quand ça dure depuis plus de 20 ans. Je dois même vous dire que j'ai relu le discours d'installation de mon grand-père en tant que premier président de la Cour d'appel en 1967, et les mots « arriéré judiciaire » y figurent déjà. Donc on a l'impression que l'arriéré est aussi vieux que les échafaudages. On a toujours connu à la fois les échafaudages et l'arriéré quand on exerce le métier d'avocat ou celui de juge depuis des années. Néanmoins, faut-il baisser les bras? Faut-il se dire que c'est inéluctable? Eh bien non. Et c'est en ce sens, c'est une des raisons essentielles pour laquelle la première présidente de la Cour d'appel de Bruxelles, au printemps 2021, a lancé un cri d'alarme avec un certain fracas, puisqu'elle a démissionné de ses fonctions au Collège des cours et tribunaux, et qu'elle a demandé au Conseil supérieur de la justice de procéder à un audit de la Cour d'appel de Bruxelles. Parce que son constat, il était triple. Enfin, elle faisait état d'une triple difficulté. Une difficulté, simplement, à ce moment-là, il y avait une difficulté aiguë à continuer à assumer même le service des audiences normales en raison d'un problème aigu de personnel chez les greffiers et membres du personnel, au point qu'elle a dû suspendre des audiences. Ainsi, il y a une chambre civile de la Cour qui a eu ces audiences suspendues pendant 1 mois entier, parce qu'en réalité, on manquait de greffiers. Il fallait des greffiers pour tenir la chambre des mises en accusation pour préparer le procès des attentats. Ça, c'était la
première difficulté, là on était vraiment dans l'urgence, et puis deux autres difficultés, d'une part l'arriéré évidemment, et la troisième difficulté, ce sont ces procès fleuves dont vous avez déjà un petit peu parlé. À ce moment-là, il y avait évidemment le procès des attentats, la cour d'assises des attentats qui s'annonçait, qu'il fallait évidemment préparer et pour lesquels aucun moyen n'était proposé, et puis tous ces énormes dossiers en matière correctionnelle, issus le plus souvent du parquet fédéral, mais pas seulement. Il y a aussi des énormes dossiers qui arrivent simplement du parquet général. Alors les collègues en matière correctionnelle parlent en carton. Ce sont des dossiers où ils ont 40, 50, 100, 150 cartons. Des dossiers pour des faits graves, avec du coup des personnes qui sont souvent encore en détention préventive. Donc à ce moment-là, ce sont des dossiers qui reçoivent une priorité particulière et qui vont désorganiser, qui vont occuper des magistrats pendant longtemps, parce qu'il faut préparer déjà le dossier avant les audiences, il y a toute la tenue des audiences et puis la rédaction, et pendant ce temps-là, la chambre d'origine des magistrats, elle est paralysée, alors qu'en matière correctionnelle, c'est le parquet qui fixe les affaires, et donc normalement des affaires entrent tout le temps, et les magistrats ne peuvent pas, dans la chaîne pénale, on ne peut pas tout à coup se dire « Ah ben non, on ne prend plus de nouvelles affaires », c'est juste pas possible. Donc c'était vraiment face à ces trois difficultés aiguës que la première présidente de la Cour d'appel a pris cette décision de chercher de l'aide à l'extérieur, d'objectiver en réalité les difficultés dont elle faisait état et au sujet desquelles elle ne trouvait pas d'écho, pas de réponse auprès que ce soit auprès du ministre de la Justice ou du Collège des cours et tribunaux. Alors l'audit a commencé, je pense, en mai 2021. Effectivement, c'est un travail d'une grande ampleur qui a duré presque un an. Alors que peut-on en tirer? Je pense qu'il y a des choses fort intéressantes parce que précisément, il y a eu ce travail d'objectivation des difficultés qui étaient rencontrées. C'est le cas pour l'arriéré. Les chiffres ont été donnés par Madame de Franken. Donc il faut bien comprendre aussi que cet arriéré, il concerne historiquement, donc c'est vraiment un arriéré historique qui est là depuis plus de 20 ans, qui concerne avant tout les dossiers civils et qui ont pour conséquence que quand un dossier civil est introduit, eh bien il entre, il va sur une liste d'attente et puis là il faut attendre qu'il remonte sur la pile et ça prend entre 3 et 5 ans. Effectivement, dans les matières fiscales, ça prend 5 ans. Ce sont évidemment des magistrats tout à fait spécialisés qui traitent cette matière. On peut pas les interchanger les magistrats. Et sinon, pour les autres chambres, c'est de l'ordre de 3 à 4 ans. Mais, alors cet arriéré, il est en réalité plus ou moins constant. Ce stock de dossiers, il est constant sur les 10 dernières années, plus ou moins. Sauf qu'il commence à se creuser dans les affaires familiales et qu'il commence à apparaître également dans les affaires pénales. Donc, traditionnellement, normalement, en matière pénale, on ne se permet pas d'attendre, évidemment. On ne va pas laisser des gens pendant 4-5 ans, enfin, normalement, en prison. Mais de plus en plus, maintenant, se crée aussi un arriéré en matière pénale. Et je parlais avec des collègues ce midi. Donc, en matière pénale, vous avez une échelle des priorités. Vous traitez d'abord les gens qui sont en détention préventive. Et puis, vous essayez d'accorder une priorité aux faits de mœurs, aux violences intrafamiliales. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de priorités. Mais donc, les dossiers qui ne sont pas prioritaires, qui sont introduits maintenant, ils sont remis pour être traités en 2025. Donc, les constats de l'audit ont permis d'objectiver ces chiffres, mais bon, qui étaient en réalité déjà sur la table. Et surtout, il y a eu un exercice intéressant, c'est de chiffrer finalement, de se demander qu'est-ce qu'il faudrait en termes de moyens humains pour résorber cet arriéré judiciaire. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est la première fois que ça avait été fait et le Conseil supérieur est arrivé à ces chiffres, les auditeurs, de effectivement 24 magistrats. Même chose pour les méga-dossiers et pour le procès de la Cour d'assises également. Il y a eu le Conseil supérieur a relayé finalement les cris d'alarme qui étaient poussés par la Cour d'appel.
Alors il y a évidemment d'autres aspects qui sont également envisagés dans l'audit, sur lesquels je peux pas revenir ici dans les quelques minutes qui me sont imparties. Peut-être un petit élément, finalement, qu'est-ce que ça a donné cet audit? Mais je pense que ça a été très positif parce que ça a mis en lumière, je pense que ça a permis de mettre en lumière vis-à-vis du monde politique peut-être ces difficultés aiguës rencontrées par la Cour d'appel de Bruxelles, se rendre compte aussi qu'en réalité il y a des solutions. Les solutions, elles passent par avant tout plus de moyens humains. Il y a déjà eu un début de solution puisque le ministre a accepté de publier les places pour essayer d'atteindre un objectif de 100% des cadres. Il y a eu un élargissement de cadres spécifique pour les attentats avec 4 magistrats supplémentaires, mais effectivement c'est assez limité dans le temps puisque ça s'arrêtera au 31 décembre 2023. 4 autres magistrats supplémentaires. Et puis il y a en réalité maintenant une discussion qui s'engage entre le management de la Cour d'appel de Bruxelles, le SPF Justice et le CSJ également pour... alors on demande à la Cour d'appel de présenter un plan de rattrapage de l'arriéré. Ben, évidemment, tout dépend des ressources qu'on reçoit, mais donc il y a des discussions qui sont en cours maintenant. Il y a une première proposition qui a été faite par la Cour. On espère avoir une réponse positive et avoir bientôt donc ce qu'on appelle de l'extra-cadre pour pouvoir commencer à rattraper l'arriéré judiciaire, mais aussi simplement, effectivement, à pouvoir traiter tous les dossiers avec une certaine explosion qu'on doit bien constater dans la matière pénale. Voilà, je pense que j'ai peut-être déjà excédé mon temps, donc je vais rendre le micro. Merci Madame le conseiller, et c'est vrai que dans le document qui est en train de circuler, sur les 8 recommandations, la première recommandation, c'est de remplir le cadre. On a une loi qui prévoit un cadre. C'est pas la première fois que le ministre de la Justice ne respecte pas les cadres. En 2016, Avocat.be a initié une procédure devant le tribunal de première instance qui a condamné l'État belge à respecter les cadres sous peine d'astreinte. Croyez-vous un instant que l'État a respecté cette décision? Non. On est en appel et comme le délai d'appel est long et lent, eh bien, on verra peut-être un jour un arrêt de la Cour d'appel sur cette matière. Le ministre de la Justice a été interpellé à la Chambre sur ce rapport du CSJ, et qu'est-ce qu'il a répondu le 20 septembre? Il a dit 4 choses. Il a dit 1. Le nombre de magistrats à la Cour d'appel est le plus élevé depuis 2016. Bon, ok, c'est un constat, mais ça ne suffit toujours pas. 2. Il faut mieux cerner l'arriéré avec l'aide du service cross-border. Voilà sa deuxième réponse. Troisième réponse, il y a eu 12 engagements en 21 et en 22 et il en reste 6 emplois vacants. Et dernière réponse, on renvoie la balle à la Cour d'appel et on dit on attend un plan concret et acceptable de la Cour d'appel. Voilà la réponse du ministre de la Justice il y a une saison. Voilà la situation de la Cour d'appel. Quelle est la situation vue du côté des justiciables? Monsieur le bâtonnier, c'est un sujet qui vous a été dédicacé. Vous êtes louvaniste. Nous avons également un point commun. Après les ULBistes, nous sommes de droite, puisqu'au barreau, il y a une alternance jusqu'à présent qui va craquer un de ces jours, mais on est bâtonnier une fois de l'ULB, une fois de l'ULB, on associe l'ULB à la gauche et l'UCL à la droite. Allez savoir, allez savoir. Vous êtes dans un magnifique bureau, pas loin d'ici, là où il y avait la maison Horta qu'on a détruit dans la rue, dans le bas du Sablon, le cabinet Cromwell et Moring, et vous êtes spécialisé en droit du travail individuel et collectif, et vous avez fait pas mal de publications, notamment sur les délégations syndicales. Vous avez des engagements forts, importants au barreau. Vous avez été président de la conférence du jeune barreau et vous occupez actuellement la mission d'être le chef de l'ordre de ce grand barreau qu'est le barreau de Bruxelles. Dans votre intervention, est-ce que vous pourriez aussi en filigrane nous dire, dans les propositions de solutions, qu'est-ce que le barreau peut faire? Toutes les institutions se sont prononcées contre l'idée de ce que les avocats pourraient être des conseillers suppléants. Il y en a eu, il y a des juges suppléants, mais toutes les institutions, qu'elles soient du côté de la magistrature ou de l'avocature, pour différentes raisons, ont dit non. Est-ce que vous êtes favorable à ce régime-là, que le barreau vienne quand même aider, peut-être pendant une période limitée?
Est-ce que vous êtes favorable à ce que certains de vos prédécesseurs ont dit ou recommandé au barreau? Faites des conclusions plus courtes. Arrêtez de faire en traitement de texte des centaines de pages de conclusions. Soyez plus bref, recourez à la procédure écrite. Est-ce que vous êtes favorable à des juges robots, à l'utilisation de logiciels intelligents qu'on voit actuellement, les chats GPT? Voilà différentes questions filigranes de la vue des justiciables sur cette crise de la justice à Bruxelles. Merci, Monsieur le bâtonnier, vous êtes bien informé à mon sujet. Je vais me permettre à mon tour de citer un extrait d'un rapport. Je ne vais pas trop faire de citations, mais voilà, je souhaitais commencer ainsi. Je vous cite ce rapport ou cet extrait. Il faut à présent et de toute urgence envisager très sérieusement les remèdes propres à résorber dans un très proche avenir l'arrêt existant. Il faut envisager des mesures exceptionnelles, drastiques et temporaires qui permettent dans un temps aussi court que possible de terminer les affaires qui sont déjà pendantes devant les cours d'appel depuis plusieurs années et qui, si on n'y porte pas remède, resteront encore sans jugement pendant plusieurs années. Cela n'est manifestement pas admissible. Voilà, on vient de décrire la situation de la Cour d'appel de Bruxelles, sauf que ce texte date de 1994, puisque c'est un extrait du rapport du procureur général près la Cour de cassation, Krings. Je salue la présence parmi nous de son fils aujourd'hui, qui fut mon bâtonnier. Mais voilà ce qu'il disait en 1994. On pourrait reprendre intégralement cet extrait dans un rapport sur la situation de la Cour d'appel d'aujourd'hui, sauf que la situation est sans doute encore un peu plus grave. Le journal des tribunaux, qui est, pour ceux qui ne sont pas juristes, la revue juridique de référence en Belgique, consacrait à l'arrêt judiciaire en 1997 un dossier thématique de 80 pages, enfin un dossier très long, très documenté, très chiffré, et qui disait aussi il faut immédiatement une augmentation très sensible du budget de la justice permettant un élargissement urgent des cadres. Il faut mettre sur pied un système décent d'aide judiciaire. En un mot, il faut de vraies réformes concrètes afin de rétablir le fonctionnement simplement normal du pouvoir judiciaire. C'était en 1997. Nous sommes en 2023. Les choses n'ont pas fortement évolué. Alors, on va parler des solutions. J'ai pas de solution toute faite, ce serait trop simple. Mais on peut parler des pistes de solutions et je vous livrerai ma petite vision toute personnelle. C'est vrai que comme avocat, on a une liberté de parole absolue et je ne prétends pas détenir la moindre vérité, mais je peux vous faire part de mes impressions en qualité de bâtonnier et en étant en contact régulier avec les chefs de corps et d'autres acteurs de la justice. Mon sentiment et le sentiment qui est partagé par beaucoup d'avocats, c'est tout de même un sentiment de désarroi, d'impuissance et de sidération. On se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Quand je dis qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, je parle du gouvernement, je parle avec tout le respect pour Madame la Ministre, Monsieur le député, de nos autorités politiques. Je reconnais tout de suite que c'est complexe. Hein. Je suis le premier, je l'ai toujours reconnu, gouverner, assumer des responsabilités, c'est complexe. Mais peut-être a-t-on mal expliqué les choses, mais on est aujourd'hui confronté à une situation qui n'est pas digne d'un état de droit. Quand on voit comment fonctionne la justice, quand on voit l'arrêt de la Cour d'appel, l'arrêt à nouveau pour ceux qui ne sont pas juristes, eh bien c'est une affaire est prête à être plaidée. Les avocats veulent la plaider. Ils demandent au juge, je simplifie un peu, mais ils demandent au juge de pouvoir la plaider. Et on leur dit très bien, mais vous la plaiderez dans 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. C'est évidemment quelque chose qui est inaudible. Par définition, si on est devant la justice, c'est qu'on a un contentieux, qu'on a un litige et qu'on souhaite que l'État, son pouvoir judiciaire, le tranche. Et devoir attendre, eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'un déni de justice. Ça peut être pénible dans des affaires commerciales, c'est gravissime lorsque le retard s'inscrit dans la sphère pénale, qu'il s'agit d'affaires familiales, qu'il s'agit d'affaires de jeunesse. C'est évidemment dramatique parce que ça touche au plus profond les êtres humains qui sont concernés. Et donc notre sentiment d'avocat, et vous le rappeliez, nous sommes en réalité comme avocats, nous ne sommes jamais rien d'autre que les porte-paroles de nos clients et donc des justiciables. Mais c'est un sentiment de désarroi et d'incompréhension par rapport
aux carences, parce qu'il faut appeler un chat, par rapport aux carences de l'État qui devrait assurer ce besoin fondamental qui est un besoin de justice. Alors, il est vrai qu'on favorise aujourd'hui, et à juste titre, ce qu'on appelle les modes alternatifs de résolution de conflits, parce qu'ils permettent d'appréhender les dimensions extra-juridiques d'un conflit, mais il n'empêche que l'État, dans ce rôle fondamental, doit pouvoir, lorsque des justiciables estiment qu'ils souhaitent une décision, il doit répondre. L'État doit répondre à ce besoin, parce que sinon, c'est créer une perception de déni de justice, c'est détourner les citoyens et les citoyennes de la justice. Et c'est, je crois, Monsieur le bâtonnier Krings, que vous l'aviez évoqué dans un interview l'année passée, ben c'est le risque du retour de la loi du talion. On n'en est pas encore là, mais on en est presque là. Et donc, c'est un enjeu, me semble-t-il, majeur pour notre État de droit. Je voudrais, dans ce petit mot d'introduction, saluer le courage, la créativité, le dynamisme et l'enthousiasme des juges. Je le dis très sincèrement, j'ai eu l'occasion, au travers des conversations que j'ai pu avoir, des expériences qui me reviennent. Alors oui, bien sûr, il y a des juges qui ne sont pas compétents, il y a des juges paresseux, comme il y a des avocats paresseux et des avocats incompétents. Mais mon expérience, c'est que, et certainement dans le chef des chefs de cœur, c'est le cas de le dire, que je rencontre, il y a cette volonté qui confine parfois à l'héroïsme de faire tourner la machine dans des circonstances tout de même extrêmement difficiles. Quand on voit le temps et l'énergie que les magistrats mettent dans la gestion de leurs tribunaux, de leurs dossiers, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler, palais de justice. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous y rendre, mais c'est quand même relativement vétuste, un bâtiment magnifique, mais enfin, il mériterait une petite rénovation, mais c'est un autre sujet, ça, monsieur le bâtonnier. Mais voilà, donc je voulais très sincèrement leur rendre hommage aujourd'hui, et je voulais le faire parce que dans les discussions qu'on peut avoir avec certaines personnes du monde politique, il y a cette perception, et c'est là que je parle du choc des mondes et des incompréhensions mutuelles, il y a une sorte de perception qu'en fait les magistrats, ils n'ont pas pris le train en marche et qu'ils n'ont pas adapté leur méthode de travail, alors que tout le monde a évolué dans sa façon de travailler et que les magistrats l'ont pas fait, ou dans les pires des cas, dans le pire des cas, des sortes de soupçons de paresse ou de mauvaise organisation dans la gestion de leur audience ou de leur dossier. Je puis témoigner, et je pense que nous sommes nombreux parmi les avocats à témoigner que ce n'est pas le cas. Alors oui, bien sûr que les magistrats, comme les avocats au demeurant, on peut balayer devant notre porte et se poser la question de savoir de quelle façon pourrait-on être plus efficace sans perdre notre âme. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Parce que c'est vrai, vous parliez, je pense, ou quelques-uns ont parlé du fait qu'il y avait cette tendance managériale de la justice, de se dire, en fait, on va pouvoir... la justice est un service public comme un autre, et donc on va appliquer les techniques modernes qui permettent de mieux organiser le travail, de le rationaliser. Je pense que c'est oublier quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est que le métier de juger, je parle sous le contrôle des magistrats, mais je ne suis pas sûr qu'ils me contrediront, reste en fait un artisanat. Ça reste un artisanat. Ce n'est pas une industrie, et il est extrêmement difficile de traduire cela en processus contrôlable. Alors bien sûr qu'il y a des affaires plus simples, bien sûr qu'il y a des routines qui s'installent, etc. Mais c'est justement lorsque les affaires ne sont pas de routine qu'il y a un intérêt pour le magistrat à prendre son temps, à réfléchir, à écouter. Et cela, qu'on le veuille ou non, chaque affaire est différente, ça prend du temps. Et donc, je pense qu'il y a parfois une incompréhension dans le chef de nos gouvernants que on reste dans un service public qui n'est pas un service public comme un autre, c'est l'exercice d'un pouvoir, et que pour bien le faire, il faut prendre son temps et faire du travail sur mesure. C'est pas un travail standard. Alors vous m'avez posé quelques questions que vous m'aviez pas soumises à l'avance, monsieur le bâtonnier, mais ça c'est le jeu. De toute façon, je m'y attendais un peu. Vous m'avez posé notamment la question, que fait le barreau, que peut faire le barreau? Je pense que le barreau a déjà pris sa part. Nous avons des avocats qui sont juges suppléants, qui ne sont pas payés, qui sont juges de complément, qui sont payés, mais à moitié, qui perçoivent la moitié du salaire d'un magistrat. Et il y a même des mandats
que les avocats, des mandats judiciaires que les avocats exercent gratuitement. Donc les avocats font déjà leur part du boulot. On a inscrit dans le code judiciaire l'obligation pour les avocats de favoriser les modes alternatifs de résolution de conflits, les conciliations, les médiations. Ils le font. Ça a pris peut-être un petit temps pour que les avocats passent du rôle qui était le leur de défendre leurs clients bec et ongles, etc. Quand on est avocat dans un processus de médiation, et a fortiori quand on est médiateur, mais on doit entrer dans un autre état d'esprit qui est celui de se dire je ne vais pas défendre jusqu'au dernier carat mon client, je vais rechercher pour lui la meilleure solution, non seulement dans sa dimension juridique, mais dans sa dimension relationnelle, dans sa dimension émotionnelle, etc. Ce travail de sensibilisation des avocats est en cours depuis longtemps, et je pense que nous y sommes, ou en tout cas nous sommes en bonne voie. Les avocats ont compris et sont tout à fait capables de changer de casquette et de faire la part des choses entre leur rôle de défenseur quand ils plaident devant les cours et tribunaux et quand ils s'inscrivent dans un processus de médiation. Il n'empêche que le besoin fondamental lorsque le processus n'aboutit pas, et c'est encore le droit de chacun de voir un processus ne pas aboutir, eh bien il faut qu'il y ait cette réponse étatique qui reste défaillante. Mais donc les avocats font déjà pas mal. Alors on peut peut-être faire encore davantage, mais vous savez qu'il y a des sensibilités parmi les avocats. Il y a ceux qui estiment qu'ils ne sont pas là pour suppléer les carences de l'État, et il y en a d'autres qui se disent, je fais plutôt partie de cette seconde catégorie, que la situation est tellement grave que nous devons faire notre part du boulot, même si en réalité ce n'est pas notre rôle. Vous posez la question des juges suppléants ou des conseillers suppléants. Fondamentalement, ce n'est pas le mécanisme, en tout cas sur les principes, le plus simple, puisque il peut y avoir des conflits d'intérêts. Mais la situation est telle que nous n'avons pas le choix, et je pense que les magistrats comptent aussi sur les conseillers et les juges suppléants. Et au demeurant, même si sur le plan des principes, ça pourrait poser problème, ce qu'on constate en pratique, c'est que ça marche quand même très bien. Et je pense que les avocats jouent ici leur rôle. Alors, que peut faire, je disais, on peut balayer devant notre porte, que peut faire le barreau ? Il y a la longueur des conclusions. C'est vrai qu'avec le traitement de texte, les copier-coller, etc., les conclusions deviennent extrêmement longues. Alors c'est assez amusant parce que quand on discute avec les magistrats, n'est-ce pas, Monsieur le Président, il y a des magistrats qui y sont sensibles et qui estiment que c'est une façon de résorber l'arriéré judiciaire et que ça permettrait d'être plus efficace. Et d'autres magistrats qui nous disent, en fait, ça n'a pas d'importance. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat technique, simplement pour affirmer, et on a eu cette discussion hier au sein du Conseil de l'Ordre, et quelques membres du Conseil de l'Ordre qui sont ici présents, et le Conseil de l'Ordre de notre barreau, enfin de l'Ordre français du barreau de Bruxelles, bonne nouvelle, Monsieur le Président, est favorable sur le principe. Bon, après, on demandera certaines contreparties, mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais bon, on va négocier ça. Mais sur le principe, on comprend et on s'inscrit dans cette logique et on est tout prêt à faire cet effort. Et il y a d'autres, il y a d'autres, je crois, techniques, outils qui permettraient effectivement de faire en sorte de contribuer à cet effort des magistrats pour résorber l'arriéré et pour mieux fonctionner. On pourrait limiter les jeux de conclusion. Enfin, là, à nouveau, je sais qu'il y a un avant-projet pilote en matière ou un projet pilote plutôt, en matière de visioconférence. Je vous livre à nouveau ma vision très personnelle parce que les sensibilités au sein de la profession des avocats sont diverses et variées. Mais je pense que c'est un outil et il faut le prendre comme un outil. Il ne faut pas rejeter d'emblée cet outil. Il y aura toujours des audiences, que ce soit des audiences pénales, des audiences en matière de jeunesse, en matière familiale, où il est capital que les parties, les avocats puissent comparaître physiquement devant leur juge, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un dossier technique, et il y a tout cet aspect relationnel humain où la présence dans une même pièce est indispensable, mais on peut imaginer que toutes les audiences qui sont des audiences plus techniques, relais, qui ont un caractère en réalité administratif, puissent être réglées grâce à un outil comme la visioconférence, et peut-être, pourquoi pas, ils le font au Canada, ils le font dans d'autres pays, des affaires strictement techniques dans la sphère commerciale pourraient également faire l'objet de plaidoiries. Voilà, c'est mon avis personnel et c'est ma sensibilité personnelle, mais je pense que c'est important de ne pas rejeter ces initiatives qui sont prises en l'espèce par le ministre de la Justice et d'être constructif, même si on sera attentif à préserver effectivement les grands principes de l'état de droit, les droits de la défense, etc., etc. Voilà quelques considérations préliminaire, je conclus mon intervention par
par un triple appel, en fait. Le premier, c'est un appel vraiment à une prise de conscience de la part du monde politique que nous sommes face à une crise, qu'il ne s'agit pas pour les avocats ou les magistrats d'encore mieux s'organiser, que bien sûr nous allons faire notre part du travail, qu'on peut prendre un certain nombre de mesures, mais que s'il n'y a pas un réinvestissement massif financier en ressources humaines dans la justice, ce ne seront que des rustines et on n'aura pas de solution structurelle. Voilà, c'était en fait, j'ai résumé les 3 appels en un et je vous rends la parole, Monsieur le Bâtonnier. Merci, Monsieur le Bâtonnier. Alors, on va parler maintenant de la justice pénale. Tout ne va pas si mal que ça. Je suis quand même étonné positivement que la Belgique parvient dans des gros dossiers à trouver les présumés responsables. On a le procès des attentats de Bruxelles, on les a quand même identifiés. Il y a un débat actuellement. Il y a le dossier Sky PCC qui va arriver, qui est un dossier aussi qui a défrayé la chronique, et il y a ce dossier qui émeut tout le monde entier et l'Europe, qui est la corruption présumée au Parlement européen. Voilà 3 exemples d'affaires spectaculaires dont M. Louis Collard s'intéresse de très près. Il est journaliste au Soir depuis 8 années. Le Soir a eu la gentillesse d'être le partenaire du barreau de Bruxelles dans cette opération Justice en vérité. Il a été formé à l'école française, l'école de journalisme de Grenoble, et il s'intéresse et il se passionne et il prend le temps. C'est un des rares journalistes qui prend le temps dans des enquêtes, en interrogeant les uns et les autres, en ayant accès à des sources que d'autres journaux n'ont pas sur les grandes affaires criminelles, les affaires relatives au terrorisme et la criminalité en col blanc. Et vous avez eu le prix l'année dernière, le prix Belfius attribué au meilleur article, et vous avez fait une série sur le Congo Hold-up. Je vous pose une question, si vous pouvez l'intégrer en filigrane. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du procureur général de la Cour d'appel de Bruxelles, qui, dans ses mercuriales au mois de septembre, a lancé l'idée d'affecter une partie du produit des transactions pénales au financement, au refinancement des enquêtes en matière pénale? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Bâtonnier. Ce sera même pas en filigrane, ce sera en conclusion de mon intervention. Je comptais effectivement conclure sur cette question-là. Donc, comme vous l'avez dit, je suis pas de cette institution judiciaire dont il est question dans l'intitulé de notre débat. Moi, je prétends pas connaître la machine de l'intérieur. Je connais probablement pas le quart du 10e des acteurs de cette machine, et je suis pas non plus juriste, ce qui fait sans doute de moi ici une bête un peu rare. Non, moi je suis vraiment ici comme modeste observateur externe, et d'autres que moi vous ont parlé de la situation de la magistrature ou de l'avocature, de l'arriéré judiciaire, de l'accès à la justice et de tous ces enjeux importants. Je vais de mon côté me contenter de parler du travail de femmes et d'hommes en première ligne dans cette chaîne pénale. Je veux parler des officiers de police judiciaire, et je m'appuie pour ça sur un travail, une enquête qu'on a publiée en octobre dernier avec 4 confrères du Soir. Durant 6 mois, nous avons rencontré une poignée de magistrats, mais surtout des dizaines d'enquêteurs de cette police judiciaire fédérale, du simple inspecteur jusqu'au directeur général, qui s'appelle, pour ceux qui l'ignorent, Eric Snook. La magistrature, elle a parfaitement conscience du rôle essentiel de la police judiciaire au sein de cette chaîne pénale. L'année dernière, l'ancien président du collège des procureurs généraux, Ignacio de la Serna, avait tenu des propos très forts dans mon journal. Premier instant marketing, il y en aura un deuxième. J'étais parti moi pour l'interviewer sur les difficultés dans les dossiers économiques et financiers. Difficultés anciennes s'il en est. Mais je m'étais trompé. Alors non seulement Monsieur de la Serna faisait le constat des grandes difficultés dans cette matière Ecofin, mais pire que ça, il déclarait qu'aujourd'hui on n'arrivait même plus à suivre certains dossiers de grand banditisme, et particulièrement à Anvers et à Bruxelles, où tous les problèmes sont généralement plus aigus qu'ailleurs, comme on l'a déjà dit d'ailleurs.
À Bruxelles, en 2022, un juge d'instruction s'est retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre son enquête sur un groupe mafieux actif dans le trafic de stupéfiants, groupe vraisemblablement très puissant et très dangereux et très violent, faute d'enquêteurs, tout simplement, pour analyser des écoutes téléphoniques qui étaient là, mais qui n'avaient pas de gens pour l'analyser. C'est fait, moi personnellement, il me donne un peu le vertige, et c'est aussi une forme de déni de justice, comme on l'a mentionné dans l'intitulé de ce débat. Dans le prolongement de ce constat, donc, on avait décidé collectivement de rencontrer un maximum d'enquêteurs pour voir un peu la justice à leur hauteur. Et ce récit d'expérience sont riches de plusieurs enseignements. Je vous en livre quelques-uns ici. Par exemple, le labo de la police judiciaire. Il n'est convoqué que dans un dossier sur 10 environ. Alors évidemment, parce que le labo n'est pas nécessaire dans toutes les affaires, ça c'est évident. Mais dans certains cas, par manque de moyens de ce labo, on passe sans doute à côté de vérités judiciaires, tout simplement parce que au tout début de l'enquête, on ne relève pas les traces qui auraient pu amener à cette vérité. Je cite Eric Snook, donc qui est le patron de la PJF, le directeur général. Il y a 20 ans, une enquête se faisait avec 2 ou 3 enquêteurs qui, de temps en temps, avaient besoin d'un spécialiste en analyse ou en informatique. Aujourd'hui, mener une enquête est devenu une affaire qui mobilise 10 à 15 personnes. Fin de citation. C'est ça la réalité judiciaire de notre époque. Sauf que le cadre de la PJF, il date de la réforme des polices. Donc il a une vingtaine d'années. Et on est très en retard à cet égard-là. Au niveau de l'Ecofin, la situation est mauvaise depuis très longtemps parce que c'est souvent le parent pauvre des enquêtes. Comme il n'y a pas de risque pour la vie, c'est jugé très souvent et malheureusement, je pense à tort, comme moins prioritaire. La situation est mauvaise. Quelques chiffres. Il y a environ 250 enquêtes en cours au niveau de l'Office central pour la répression de la corruption. Environ une soixantaine à son pendant anti-blanchiment, pour respectivement une cinquantaine et une petite trentaine d'enquêteurs. Donc vous faites le compte du nombre d'enquêtes par tête de pipe. Cette enquête que vous avez mentionnée, monsieur le bâtonnier, le mal nommé Qatargate, qui fait la une depuis 3 mois de tous les journaux du monde, et qui a valu les félicitations du roi Philippe, qui a salué, je cite, une Belgique en pointe dans la lutte contre la corruption. Je vais vous dire combien d'enquêteurs de l'Office anticorruption mènent cette enquête à plein temps. 5. Voilà. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une enquête, mais c'est la réalité. Donc, au-delà de ça, ces 2 services centraux que je viens de mentionner sont les points d'entrée de dossiers impulsés par le nouveau parquet européen. Jeune parquet, mais très dynamique. Il y a donc plus d'enquêtes, souvent plus complexes, ou très complexes en tout cas, mais pas davantage d'enquêteurs. Et les journées font toujours 24 heures pour ces personnes. En tout cas, c'est ce qu'elles nous ont raconté. J'ai tendance à les croire. Depuis 2021, la magistrature à Bruxelles a dû installer une commission de pondération. Pour moi, c'est le symbole concret d'une forme de déni de justice dont on parle ici. Il s'agit de trier les dossiers entrants par ordre de priorité. Et 3 catégories. Et la 3e catégorie, c'est une forme de classement vertical qui n'emporte pas vraiment le nom. Près d'un 5e des signalements pour blanchiment, corruption, fraude fiscale ou sociale, plainte avec constitution de partie civile sont donc classés verticalement. Or, tous les indicateurs, tous les spécialistes le disent, je pense pas que on me contredira ici, notre société est bouffée par l'argent sale, par les escroqueries, notamment les escroqueries en ligne, les escroqueries aux crypto-monnaies et j'en passe. Pourtant, faute de moyens, ces enquêtes qui mériteraient d'être menées ne le sont pas. Et je parle même pas des galères techniques avec l'informatique, les moyens matériels, parce qu'alors là, il faudrait ouvrir un autre débat. Et je vous renvoie au dossier qu'on avait publié dans Le Soir. Naturellement, suite à ces cris d'alarme des services, du collège des procureurs généraux, et j'ai la faiblesse de croire à quelques articles dans la presse, le gouvernement fédéral n'est pas resté sourd, en tout cas pas totalement.
En 2023, par exemple, 22 millions de crédits supplémentaires seront accordés à la police judiciaire fédérale. Je note simplement et cependant que ce renflouement, il est ponctuel et bien en deçà de ce que réclame le directeur général de la police judiciaire fédérale, qui a fait un budget très sérieux de ses besoins, qu'il chiffre à 35 millions par an. 35 millions, ça peut paraître beaucoup. Si c'était dans votre poche, ce serait beaucoup. Mais il faut le mettre en balance avec le budget global de la police, qui est en Belgique autour d'1 milliard. Mais surtout en balance avec le tort que causent des enquêtes non menées ou mal menées, la corruption, la violence, de potentielles erreurs judiciaires, le manque de preuves qui peuvent faire capoter un dossier ou empêcher des victimes d'être indemnisées, et ne parlons même pas du manque à gagner pour le fisc ou le trésor public qui pourrait lui permettre de s'y retrouver. Voilà pour cette forme de déni de justice. Moi, je vais conclure sur quelques pistes de solutions. Comme vous l'avez dit, monsieur le bâtonnier, le procureur général de Bruxelles, Johan Delmull, dans sa Mercuriale, a proposé en septembre de créer un fonds justice doté par une partie des millions issus des transactions pénales. L'idée serait d'en dédier donc une partie à refinancer la chaîne pénale dans son ensemble, de la police judiciaire jusqu'aux cours et tribunaux. Je pense que c'est une bonne idée à partir du moment où on s'assure que la justice ne va pas chercher la transaction à tout prix, histoire de s'autofinancer. Cette idée de fonds justice a trouvé un écho à la Chambre. Le PS a déposé une proposition en ce sens, et lorsque ça avait été le cas, j'avais effectué un petit coup de sonde dans la majorité des groupes politiques qui étaient donc majoritairement favorables à cette idée, et de son côté, le ministre de la Justice, lui, n'y est pas, on va dire, frontalement opposé, a priori, mais il souligne que ça constituerait un régime dérogatoire au budget de l'État, et il veut éviter de multiplier ce genre de dispositifs. Mais ce genre de dispositif, il en existe déjà, à commencer par une partie des amendes routières qui viennent financer la lutte contre l'insécurité ou la délinquance sur nos routes. Donc ça, c'est une première piste de solution. En même temps, le Parti socialiste avait déposé une autre proposition, un peu dans la même veine, pour que les bâtiments confisqués pénalement à des organisations criminelles, par exemple, servent de locaux à des associations ou à des institutions d'intérêt général pour là faire plutôt de la prévention contre la délinquance ou la criminalité. Là aussi, bonne idée, mais attention, des associations spécialisées dans la lutte contre les mafias ou contre la corruption me disaient récemment que ce texte est largement améliorable et qu'il devra l'être pour être réellement applicable et appliqué. Et comme on a ici un représentant du parti qui a signé ces textes, je voudrais renvoyer la balle en demandant s'il peut nous éclairer sur le devenir de ces propositions de loi, et je vais en terminer là. Je vous remercie. Deux chiffres sur les transactions pénales, ça représente en réalité sur 3 ans 400 millions. Donc si on affectait 10% de ces 400 millions, ben on comble le trou de 35 millions dont on vient de parler. Et sur le budget de la justice, vous vous rappelez peut-être que sous le gouvernement précédent, tout le monde s'était plaint du sous-financement de la justice. Et lorsqu'on a les classements annuels de la Belgique qui sont faits par le Conseil de l'Europe, on voit toujours qu'on est dans les derniers, ceux qui financent le moins. Et tous les partis politiques démocratiques à l'époque nous avaient dit la justice est sous-financée à concurrence de entre 500 millions et 1 milliard. Et sous cette législature-ci, on a majoré le budget de la justice de 500 millions. Donc cette fois-ci, la Vivaldi a reçu plus que ne recevaient les précédents gouvernements. C'est pas encore autant que les pays qui nous entourent, mais il y a un progrès au niveau des moyens financiers.
Alors, on a entendu le 4e pouvoir, on a entendu le 3e pouvoir, maintenant on va entendre le 2e pouvoir, et les organisateurs ont choisi du rouge et du bleu. C'est pas un choix politique, c'est parce qu'ils travaillent tous les deux. Et parce qu'au Parlement, ils titillent nos responsables et ils n'arrêtent pas de leur poser des questions sur tous les sujets dont on parle aujourd'hui. Le premier, Khalil Ouasti, on s'est connu aussi à l'ULB, où vous avez fait un master en droit à l'ULB, mais vous faisiez déjà de la politique à l'époque, puisque vous déclarez qu'à 17 ans, vous êtes tombé dans la marmite et vous dites qu'il faut faire de la politique avec ses tripes, mais qu'il faut faire attention parce que ça peut disparaître du jour au lendemain. Vous êtes spécialisé au barreau assez vite en droit de l'immigration et en droit du séjour, et au Parlement, vous êtes devenu député récemment. Vous êtes par ailleurs échevin aussi, et vous allez nous parler des problèmes institutionnels. Il y a une question en filigrane de nos deux hauts représentants qui m'intéresserait que vous puissiez aborder, si vous avez un avis là-dessus, c'est est-ce que la défédéralisation qui est prônée par la NVA sur base d'une étude qui a été faite de droit comparé par deux chercheurs à la KUL qui ont comparé 15 États fédéralistes et qui montrent que dans 6 d'entre eux, on a testé la défédéralisation. Est-ce que c'est la solution à la crise de l'institution judiciaire à Bruxelles? Et si ça devait être le cas, est-ce que vous êtes plutôt vers les communautés ou vers les régions pour la défédéralisation? Je vous donne la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est mieux comme ça. Bonsoir à toutes et tous et merci pour l'invitation. Déjà, je vais le mettre un peu plus loin, effectivement. Il y a beaucoup de choses et effectivement, il avait été décidé et j'avais indiqué que j'aimerais parler un peu d'institutionnel puisqu'on parle là, finalement de sortir de l'impasse. Ce que j'aurais souhaité aussi, c'est peut-être prévenir l'impasse et l'impasse institutionnelle en matière de justice en particulier. J'ai pu, puisque j'ai des échanges avec certains d'entre vous aussi, évoquer par-ci, par-là des questions sur l'institutionnel. Et la première question que j'aimerais poser à la salle aussi, puisque ça doit être interactif ici, j'ai entendu 2 notions. La justice à Bruxelles et la justice bruxelloise. Est-ce que les 2 notions correspondent? Est-ce que les 2 notions ont la même réalité ou pas? Est-ce qu'il existe une justice bruxelloise? Autrement que géographique, institutionnelle. Et donc, c'est vraiment des questions qui sont importantes, puisque aujourd'hui, et ça a été dit par monsieur le bâtonnier-Beuil, on parle de défédéralisation, mais la défédéralisation de la justice n'existe-t-elle pas déjà? Puisqu'il y a des fétiches, on entend parler de textes, est-ce que on va un jour avoir 2 codes pénaux, 3 codes pénaux en Belgique? On a 3 codes de la route. Est-ce que on va avoir toute une série de législations différentes? Je rappelle que la législation en matière de bail est déjà régionalisée, en matière d'urbanisme très largement, et toute une série d'autres législations le sont. Les droits de succession sont des droits définis de manière régionale. Droit d'enregistrement, la même chose. Est-ce que les textes et les codes, finalement, qui régissent notre quotidien, puisque finalement, quand vous sortirez d'ici, vous emprunterez la route, donc vous définirez, si vous sortez de Bruxelles, vous aurez peut-être 2 législations différentes. Quand vous rentrez chez vous, en fonction du fait de savoir si vous êtes locataire ou propriétaire, il y aura une matière relative au bail qui pourrait avoir des choses et des distinctions d'une région à l'autre. En matière d'urbanisme, pour votre propre bien, ça pourrait être aussi déjà différent. Et dans d'autres matières qui régissent notre quotidien de manière fondamentale. Et c'est la vraie question que je souhaite poser à travers l'institutionnel, puisque ça va être une question qui va se poser, à savoir un choix à l'avenir, dans un avenir pas si lointain, entre une justice qui est aujourd'hui essentiellement fédérale, partiellement régionale ou communautaire, c'est aussi intéressant, entre des institutions, effectivement, dans lesquelles il va falloir, vous, comme acteur de la justice, je vais pas parler de la justice, parce que je pense qu'il y a des magistrats conseillers supérieurs de la justice, des avocats qui en ont parlé à suffisance. Vous, en matière de justice, vous intéressez, à laquelle il va falloir vous intéresser, puisque on reproche aux politiques
de ne pas s'intéresser peut-être suffisamment à la justice. Il faudra que les acteurs de la justice s'intéressent suffisamment à la politique pour pas finalement que les politiques fassent de la politique sans eux. Et ça, c'est important réellement à l'avenir. Je vais prendre un exemple. La justice administrative. Aujourd'hui, il existe des juridictions administratives régionales en matière d'urbanisme et d'environnement flamandes. Non pas qu'elles ont été décidées parce qu'elles ont été négociées dans un cadre fédéral, simplement par l'application de la théorie des pouvoirs implicites. La Flandre a décidé par décret de créer 2 juridictions en matière notamment d'urbanisme et d'environnement. Ironie de l'histoire, alors qu'il n'y a rien de plus régional que l'urbanisme et l'environnement, où ces institutions judiciaires sont-elles situées? À Bruxelles. Donc on fait de droit de l'urbanisme flamand à Bruxelles. C'est un peu paradoxal. Vous admettrez. En matière d'aide à la jeunesse, on a du droit qui s'applique en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles qui n'est pas le même aujourd'hui. Parce que simplement un accord de coopération n'est pas signé ou parce qu'on doit encore se mettre d'accord. Alors même que le droit de la jeunesse appliqué en Wallonie dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a un territoire qui s'étend sur le territoire régional bruxellois. Et donc, tous ces éléments sont aujourd'hui existants et définissent le paysage institutionnel. Or, la définition du paysage institutionnel, elle est politique. Elle est politique et c'est pour ça, parce que j'ai parfois peur, et je le dis avec beaucoup d'amitié à toutes et tous, que dans l'endogamie bruxelloise, on se sent majoritaire, là où nous sommes minoritaires. Je rappelle que Bruxelles, en termes de représentation politique, c'est 6 députés sur 124 au Parlement flamand, 16 députés sur 150 au Parlement fédéral, 19 députés sur 94 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une représentation politique largement minoritaire. Ce qui veut dire que dans la considération de faire de la politique, puisqu'on a parlé des cadres, on peut parler de la rénovation des palais de justice, on peut parler de toute une série d'autres choses, la manière dont le politique peut envisager la justice, chacun regarde dans son précaré, chacun regarde sa circonscription un peu, et il peut y avoir, à un moment donné, des logiques qui peuvent se développer indépendamment de Bruxelles, indépendamment des Bruxellois, indépendamment du pouvoir judiciaire, des avocats et ainsi de suite, qui représentent Bruxelles, alors même que focalisés, comme nous sommes finalement sur notre petit territoire, nous pensons peut-être avoir raison, mais nous ne sommes pas écoutés. Et je pense qu'il est important que cette prise de conscience ait lieu. Et je le dis avec vraiment beaucoup d'amitié pour tout le monde. Il faut vraiment que cette prise de conscience ait lieu dans le monde judiciaire, que Bruxelles, aujourd'hui, n'est pas majoritaire dans le paysage belge. Et qu'il peut y avoir plusieurs tendances qui pourraient se développer. Le maintien d'une forme de justice fédérale, mais on le voit, j'ai parlé de la juridiction administrative qui est le Conseil d'État, qui est de plus en plus attaqué. Aujourd'hui, le Conseil d'État, effectivement, la section du contentieux administratif francophone traite énormément de dossiers. Du côté néerlandophone, ils sont un peu plus à l'aise, et pourtant les cadres n'ont pas été modifiés. Au contraire, en juillet 2022, on les a encore augmentés. Ils font beaucoup de cassations, et encore. La Cour des marchés a repris beaucoup de dossiers aussi, notamment au Conseil d'État. La section législation néerlandophone se renforce, ce qui est paradoxal. On en vient à ce que des institutions qui aujourd'hui sont fédérales et dont jusqu'à présent tout le monde pensait qu'elles l'étaient, sans aucun doute. Je vais prendre un dossier qui a largement fait parler de lui ces derniers temps, l'Autorité de la protection des données. Tout le monde indiquait que l'Autorité de la protection des données est une compétence fédérale. Il y a même des avis remis en Assemblée générale du Conseil d'État qui disent, sur des législations, que seule l'Autorité de protection des données pourrait finalement donner ses avis, car il s'agit d'une compétence exclusive fédérale. Et pourtant, on a un arrêt de la Cour constitutionnelle d'il y a quelques semaines qui ouvre la porte en disant, en fait non, il suffirait qu'il y ait un accord politique fédéral pour inscrire la Vlaams-Toezicht-Commissie sur la liste des autorités représentatives auprès de l'Union européenne pour qu'on reconnaisse la légitimité de l'autorité flamande. Et à travers une tectonique des plaques, lente, qui ne dit pas son nom, le paysage, entre guillemets, change, bouge, pour Bruxelles, pour le fédéral aussi, et il va falloir que l'on puisse se déterminer.
Se déterminer sur une base régionale, se déterminer sur une base communautaire peut-être. Il y a des choix qui pourront être opérés. Certains privilégient l'un, d'autres privilégient l'autre. Il ne faut pas oublier que la justice à Bruxelles, et ça a été rappelé suite aux accords BHV, aujourd'hui, effectivement, est une justice bruxelloise, dans les faits et dans les textes. Mais il suffirait d'un texte, dès lors qu'il n'y a plus un tribunal mais deux, que pour que cela devienne une justice communautaire. D'un texte. Et tout cela s'opère depuis des années. On parle effectivement des définancements et ainsi de suite. Et il y a des constats avec lesquels je ne peux être que d'accord sur ce qui a été fait et ce qui a été dit jusqu'à présent. Je remercie le bâtonnier Beul pour dire qu'effectivement, il y a un refinancement progressif de l'institution judiciaire. Mais vers où vont les flux ? Comment sont-ils consacrés et quelles pourraient être les difficultés? Alors, il y a effectivement la KUL qui a fait un immense colloque sur la défédéralisation de la justice. Il y a des thèses, notamment de certains conseillers d'État flamands comme Stéphane Sautiot, qui sont très intéressantes sur la manière dont réaliser cela. Il y a une pensée, effectivement, une doctrine qui est là depuis de très nombreuses années et qui est consolidée en réalité pour le biais communautaire d'une justice flamande. Jamais de doctrine n'a été élaborée sur un biais régional. Et d'ailleurs, nous pourrions avoir des difficultés. Je vais prendre la justice pénale, simplement le carcéral. Alors nous aurons une grande prison qui est la prison de Harren. Toutes les projections démontrent que simplement aujourd'hui, la prison de Harren est insuffisante si l'ensemble finalement des Bruxellois qui font l'objet d'une peine d'emprisonnement doivent intégrer la prison de Harren, elle est déjà aujourd'hui insuffisante. Nous n'avons pas d'IPPJ à Bruxelles. Il faudrait donc créer, peut-être cela sera-t-il créé dans une aile de la prison de Berkendal à l'avenir, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si on pense à créer un IPPJ à Bruxelles dans la prison de Berkendal qui doit être vidée, ça veut dire qu'on réfléchit déjà à l'étape d'après. Et il y a toute une série d'institutions qui sont aujourd'hui manquantes. En matière d'exécution des peines, il y a des différences qui sont énormes entre la manière dont sont exécutées les peines par la communauté flamande et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien parce qu'il y a aujourd'hui, en réalité, 2 ministres de la Justice, un ministre de la Justice fédérale et une ministre de la Justice flamande, qui s'est doté d'une réelle administration, qui pense finalement sa politique et qui pense la politique qu'elle pourrait encore obtenir à l'avenir. Il n'y a pas aujourd'hui de réflexion de ce même type du côté francophone. Et c'est une triste réalité. Il y a, je l'avais évoqué lors d'une visite récente, notamment avec monsieur le bâtonnier Plascart, la question de l'aide juridique. La 6e réforme de l'État a communautarisé la première ligne, pas la seconde. Certains le regrettent. Et on m'avait demandé, à ce moment-là, si on pourrait refédéraliser le tout. J'ai répondu avec un sourire narquois que c'est plutôt la communautarisation du tout qui risque d'arriver à l'avenir. La première et la 2e ligne. Et par étapes, par à-coup, finalement, on assiste au fait, et on doit prendre conscience, que la justice et large pan du droit n'est déjà plus fédéral. Et que le romantisme de croire finalement que le droit et que la justice est une institution fédérale immuable, c'est un temps qui est révolu depuis déjà très longtemps. Et donc il faut pouvoir prendre en considération ce fait, l'observer avec lucidité, s'interroger sur ce que l'on veut et définir un chemin entre francophones, entre bruxellois. Ça c'est un choix que vous ferez, ou que nous ferons. Et il faudra avoir mandat pour cela à partir de 2024. Mais c'est une question qui devra être légitimement posée. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous pensez que si on avait des justices de paix francophones et néerlandophones, si on avait une cour d'appel qui serait divisée en deux, une qui serait francophone et une qui serait néerlandophone, qu'il n'y aurait plus de parquet fédéral, il y aurait un parquet communautaire francophone et néerlandophone et peut-être germanophone, si on avait une cour de cassation, une cour constitutionnelle, un conseil d'État divisé en 3, vous pensez qu'on sortirait de l'impasse?
Je ne le pense pas. Merci. Ben voilà. Marie-Christine Marguem, vous avez été ministre de l'énergie, ministre du développement durable, sous l'environnement, sous Michel I, sous Michel II, sous Wilmès I et Wilmès II. Mais vous êtes par ailleurs diplômé de Liège, voilà une originalité. Jamais bâtonnier à Bruxelles. Mais à Tournai peut-être. Vous êtes avocate à Tournai et vous travaillez au barreau de Tournai. Vous avez choisi un sujet qui est difficile pour les francophones, qui est la charge de travail. J'ai toujours été fasciné de voir comment les néerlandophones s'inscrivent très facilement lorsqu'on leur demande depuis des années de faire des rapports sur la charge de travail, et que du côté francophone, il y a une espèce de réticence qui est là depuis toujours. Comment est-ce qu'on explique cela ? Alors, je ne sais pas si ça s'explique, mais étant mariée à un Flamand, je dirais qu'il y a déjà culturellement quelque chose, et je ne veux pas être communautariste en adressant le terme culturellement à notre discussion, mais il y a déjà une configuration mentale chez eux qui est plus apte au calcul, à la mesure que du côté francophone. Maintenant, je dis ça purement intuitivement parce que il y a des gens qui calculent très très bien du côté francophone aussi. Et je voudrais rendre hommage à tout ce qui a été dit ici par les précédents interlocuteurs, qui montrent que la justice est capable aussi de faire des calculs, de se regarder avec lucidité et de relever des défis avec, malgré les difficultés, avec créativité et avec courage. Et donc, ça fait 35 ans que je suis inscrite au barreau de Tournai. Pendant 6 ans, durant ma charge ministérielle, je n'ai pas pu exercer l'avocature, bien entendu, mais j'y suis retournée avec grand plaisir. C'est mon métier vocation. Et ayant parcouru pas mal de kilomètres et plaidé devant pas mal de juridictions, je peux vous dire que je continue à trouver, malgré l'évolution et les difficultés, que la magistrature, l'avocature se voue à ce travail de justice avec tout le dévouement et tout le courage que je leur ai toujours connu. Et je ne suis pas flatteuse. Donc ceux qui me connaissent bien savent que je ne flatte pas. Je vois simplement qu'il y a des difficultés. Alors pour répondre à votre question, je me suis plongée évidemment dans tous les documents qui sont là sur mes genoux, qui concernent tout le travail qui a été lancé en 2001 pour l'élaboration de la charge du travail, de la mesure de la charge du travail. Alors ça veut dire simplement comment mesurer le nombre d'heures qui va être consacré à un dossier type dans une juridiction type pour pouvoir dire dans ce type de juridiction, il faudrait autant d'équivalents temps plein, autant de magistrats, autant de greffiers pour pouvoir assumer le nombre d'affaires qui y arrivent. Alors, ça paraît simple dit comme ça, mais en réalité, c'est très compliqué parce qu'effectivement, être magistrat, je ne vais parler que des magistrats du siège et des magistrats du parquet, c'est un artisanat, c'est parfois un art, et c'est un art extrêmement exigeant, extrêmement difficile, qui peut difficilement être quantifié, et je crois que même les Flamands le diraient aussi. Alors, mais ils le disent peut-être moins. En ce qui concerne l'élaboration de ces travaux, je vais vous passer toutes les réflexions, les dates et les mesures qui essaient d'approcher cette définition, ce critère qui est le sésame pour obtenir à un moment donné une allocation objective et un financement objectif permettant au collège des cours et tribunaux de doter l'organisation judiciaire des moyens suffisants pour faire face à l'ensemble des affaires qui y arrivent, et donc quitter cette situation, je suis plus général que sur Bruxelles, mais quitter cette situation de déni de justice potentielle étant donné l'arriéré. Alors,
je ferai une parenthèse. L'arriéré, ça a été dit par d'autres, j'en entends parler depuis des années. J'ai fait mes études à Liège, j'ai eu comme professeur le professeur Fettweis, un des pères du code judiciaire, qui parlait déjà de ses prédécesseurs qui déploraient l'arriéré judiciaire. Et le code judiciaire était le texte donc de 67 qui a fortement évolué et qui était justement là pour résorber, simplifier, accélérer les procédures et faire en sorte que l'arriéré judiciaire disparaisse. Alors évidemment, ça revient très régulièrement. C'est une sorte de d'évolution probablement en sinusoïde, mais il y a des points sur notre territoire qui sont plus impactés que d'autres. Ça a été dit, Anvers et Bruxelles par exemple, pour ne citer que cela, il y en a d'autres. Et il faut une attention particulière pour ces points-là. Mais il faut aussi une attention générale. Et pour l'attention particulière, je crois qu'on va y arriver, parce qu'au terme de 14 ans de travaux, donc 2001, je deviens parlementaire en 2003, donc j'ai vécu ça pendant un certain nombre d'années, un dossier qui revient sans arrêt et qui ne trouve jamais une conclusion pratique, objective et définitive qui permettent d'aller de l'avant. Je pense que maintenant, on va bientôt y arriver. Et quand je vois le collège des cours et tribunaux et le collège des procureurs généraux qui étaient un peu en avance sur les cours et tribunaux, donc sur les magistrats du siège en matière d'élaboration de la mesure de la charge de travail avec une autre méthode, et on peut discuter du fait qu'il est important ou pas d'avoir la même méthode pour mesurer le trajet d'un dossier et le nombre d'heures qu'il convient d'y consacrer par type de juridiction et par type de procédure. Mais hormis cela, je crois que pour la fin 2023, il y aura un aboutissement, en tout cas je l'espère, c'est la volonté de tous ceux qui y travaillent, des milliers d'heures de travail auxquelles probablement certains d'entre vous ont été conviés, et des groupes de travail qui permettront, je l'espère, d'avoir le sésame qui donnera à l'organisation judiciaire la possibilité de discuter fortement, prenant son sort en main et objectivement avec l'autorité politique pour un refinancement et un renforcement du cadre. Alors pour l'instant, on en est arrivé à une mesure de la charge du travail qui permet d'augmenter, ou en tout cas qui permet à l'organisation judiciaire de solliciter du pouvoir politique, d'augmenter les cadres dans les endroits qui sont les plus impactés, et donc notamment à Bruxelles. Et ensuite, quand ces endroits-là seront mieux étoffés, et ça commence déjà, mais c'est encore très empirique, il sera question d'en arriver à un outil qui permet alors d'octroyer à chaque juridiction, à chaque chef de corps, ce qui lui est nécessaire pour, de manière transversale au sein de sa juridiction, répartir le travail et la charge de travail qui arrive dans la juridiction. Et donc, je suis plutôt raisonnablement optimiste, et en tout cas, pour m'être plongé dans ce dossier après plusieurs années sans l'avoir côtoyé réellement, puisque je me suis beaucoup occupé d'énergie, naturellement, et je continue à le faire, je trouve que l'organisation judiciaire et les nouvelles structures des collèges, des cours et tribunaux et du collège des procureurs généraux ont pris leur sort en main. Et finalement vont faire mentir peut-être l'adage que vous avez lancé pour me faire réagir, qui consiste à dire est-ce qu'on calcule mieux au nord du pays qu'au sud, et est-ce que on n'est pas moins réticent au nord de faire ces mesures qu'au sud. Ils ont enfin compris, et je rebondis sur l'affaire institutionnelle. Dans tous ces dossiers institutionnels que je connais depuis presque 20 ans maintenant au Parlement fédéral, mais que j'avais déjà abordé comme avocate avant, j'ai toujours eu un réflexe qui est un réflexe que mon collègue a qualifié de réflexe du passé, mais que je ne considère pas comme étant un réflexe du passé, qui est plutôt un réflexe de combat. Je considère qu'il y a certaines parties du droit qui sont éminemment liées au pouvoir régalien d'un État.
Et donc, même si des plaques tectoniques en silence se meuvent, il faut être vigilant et il faut aussi s'organiser. Donc là, je le dis avec beaucoup plus de feu que le détachement habituel de mon collègue, mais ça fait partie de sa personnalité, c'est pas une critique. Mais je pense qu'il faut vraiment montrer aussi qu'on est capable, dans l'organisation judiciaire, auprès des barreaux, de se préoccuper de ces questions et d'essayer d'aboutir avant le prochain changement de législature qui va se marquer par un retour aux urnes en mai 2024, avec une réflexion bien solide, plutôt que d'être réactif quand les choses arriveront plic-ploc, petit à petit, et sous l'effet de la surprise. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à tout ça. Et je crois que bien des parlementaires qui sont très sensibilisés à ces questions parce qu'ils sont aussi membres du barreau, par exemple, pourraient utilement travailler avec vous à toutes ces questions que j'estime essentielles parce qu'évidemment, en 2024, nous aurons un round de négociations institutionnelles. C'est absolument certain. Nous avons vu au Sénat, dans les questions, vous avez vu que ce gouvernement veut parler de l'institutionnel, mais finalement en parle très peu, a lancé une grande consultation populaire qui vaut ce qu'elle vaut et qui a finalement eu pas trop ou pas beaucoup de succès auprès du public. Je pense qu'on parle de 40 000 réponses dans le cadre de la grande consultation qui a été lancée sur les matières institutionnelles sur 3 sujets fondamentaux que sont donc les soins de santé, l'énergie et la mobilité, si je me souviens bien. Nous avons eu du travail qui a été fait au niveau parlementaire avec des auditions sur ces sujets-là au Sénat. Et j'ai bien vu que certains de nos collègues du Nord étaient extrêmement préparés et étaient déjà en train d'aligner leurs préoccupations construites et même abouties dans des projets de texte auxquels nous allons devoir faire face. Et je ne crois pas que nous soyons aussi près qu'eux sur ce plan. Donc, pour la justice, qui reste pour moi un des pouvoirs fondamentaux et régaliens d'un État digne de ce nom, un des 3 pouvoirs très importants d'un État digne de ce nom, il faut s'organiser et se préparer, et pas plus tard que demain, sinon avant hier. Je vous remercie. Merci à tous nos oratrices et nos orateurs de leur lumière. La parole en dernier lieu à Monsieur le bâtonnier, en le remerciant de cette invitation. Merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier. Je vais peut-être simplement réagir, parce qu'on m'a dit récemment que quand les avocats parlaient, ils parlaient beaucoup d'eux-mêmes et ils ne parlaient pas des justiciables. Alors j'ai retenu cette leçon parce que ça m'a fort frappé. Je pense qu'il y a une part de vérité, même si c'est sans doute pas tout à fait exact, mais donc je vais parler au nom des justiciables, simplement pour dire que, alors sur les 2 sujets qu'on a traités à la fin, je me réjouis que l'exercice de mesure de la charge de travail aboutira, on l'espère, à une augmentation des cadres et une augmentation des moyens. Simplement, ça me fait parfois un peu penser à une maison qui brûle et on fait des tests de résistance au feu et on fait des études alors qu'elle brûle, la maison. Donc voilà, l'exercice sera certainement passionnant. Espérons qu'il aboutisse. C'est le vœu qu'on forme. Mais je pense que très honnêtement, on est entre nous. On se rend compte qu'il y a une crise et qu'il y a un manque d'effectifs et qu'il y a un manque d'investissement. Et ça, je pense qu'il est important qu'on le répète. Et sur la défédéralisation, j'ai entendu que ça discute. Mais je pense qu'à nouveau, alors c'est peut-être une utopie. Hein, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas toujours confronté à la réalité politique comme on le devrait pour parler en connaissance de cause. Mais à nouveau, je pense que la question, si on peut le demander aux hommes et aux femmes politiques, c'est de réfléchir en termes d'intérêt pour le justiciable. Est-ce qu'on a vraiment intérêt dans un tout petit pays comme le nôtre d'avoir 3 codes civils, d'avoir 3 codes de l'entreprise avec, alors du coup on va devoir créer un nouveau code qui est le code de droit international privé, mais enfin le droit national privé. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à cela et je suis sûr que vous êtes inspiré des meilleures intentions et je vous souhaite bon succès.